pas de questions, je passe directement à notre belle conférencière d'aujourd'hui, Olfa Remiri. Elle est très active sur le plan de l'agilité. Donc, je suis parmi les personnes fans qui voient ces rubriques sur LinkedIn. Donc, on a l'honneur de t'accueillir aujourd'hui parmi nous, Olfa. Je te laisse présenter et à très bientôt. OK. Juste, j'ai une petite demande, c'est Oui, d'être co-host pour pouvoir partager et après, je j'aimerais pense que faire tu le l'es déjà, non? non, Oui, je l'ai activé, donc tout devrait fonctionner. est-ce que je peux après faire les groupes, les Oui, sous-groupes? la Avec répartition da des salles, ça devrait fonctionner. S'il y a quoi que ce soit, je vais être là pour vous accompagner. OK, parfait, je vais partager. Ah, j'ai alors fenêtre. Est-ce que mon écran est partagé? Oui, on le voit bien. Mhm. Juste un instant. Tac, tac. OK. Bon, je sais pas pourquoi je vois pas mon écran. OK. Je vais me présenter, tout d'abord. Donc, je suis coach agile, c'est vrai, mais aussi coach QA. Donc, j'ai mon parcours a commencé au début en tant qu'ingénieur informatique, je suis, donc, ingénieure en qualité logicielle et après je me suis orientée vers, l'agilité, tout en sachant que l'agilité et la qualité sont alignés en termes d'objectifs. Donc, ça reste, aussi les 2 qui sont les garants des livrables de qualité. Je suis formatrice en qualité aussi logicielle et agilité, donc avec les frameworks Scrum et Kanban et voilà, je voulais pas me tarder trop, sur ma présentation. De toute façon, le temps nous presse. Donc la thématique d'aujourd'hui, ça va tourner autour, les critères d'acceptance et la collaboration en fait entre les QA, les assurances qualité et les analystes d'affaires. L'objectif en fait, c'est de mettre l'accent sur, un sujet que peut-être, qu'on parle pas trop, sur les critères d'acceptance alors ils sont très importants et moi en tant que j'ai les 2 casquettes aujourd'hui, je vais porter les 2 casquettes parce que j'ai travaillé, j'ai collaboré dans la définition des critères d'acceptance et en même temps, en tant que coach agile, j'ai vu l'impact en fait, si on met pas en place des critères d'acceptance. J'ai vu et je vois à tous les jours, les impacts et heu, derrière, la non définition de ces critères-là. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que cette présentation sera envoyée, après la conférence. Donc vous aurez, le lien. C'est une conférence interactive. Donc c'est une présentation interactive. Pratiquement, vous n'avez pas besoin de prendre note. J'ai essayé que toutes les données, les informations, même les références seront sur la présentation. Vous allez trouver des boutons, des clics, des liens et tout ça, des images. Donc c'est pratiquement, vous avez tout dans la présentation. N'hésitez pas, c'est pas un cours académique, donc n'hésitez pas d'interagir, de partager votre, expérience, des questions aussi. On va pas attendre jusqu'à la fin pour poser des questions, donc interrompez-moi si vous avez des questions tout au long de la présentation et bien sûr, partagez votre expérience. Moi, si vous posez des questions, je vais essayer de répondre. Bien sûr, si j'ai pas la réponse, je vous promets que je peux vous le donner après peut-être, en différé ou après la conférence. Commençons avec, les objectifs de cette conférence. Donc, on va, avant de commencer de parler la collaboration entre QA et analyse d'affaires, on va déjà comprendre c'est quoi les critères d'acceptance, leur rôle, leur importance, démystifier aussi quelques éléments, quelques termes qu'on entend toujours, comme les besoins, les requis, les exigences, parce qu'il y a parfois des malentendus. Ça sous-entend, lorsqu'on parle de critères d'acceptance, ça sous-entend des besoins ou des exigences. Donc, j'aimerais bien qu'on comprend bien les définitions de ces termes-là. On va parler ensuite de la collaboration entre QA et analyse d'affaires, qui fait quoi et où dans le cycle de vie d'un produit. Après, on va voir
parce on va comprendre les critères, on va voir qui fait quoi durant le cycle, mais aussi c'est quoi les outils qui vont être là pour nous aider à bien définir des critères d'acceptance réalistes et aussi clairs. Et je vais finir après avec un petit exercice qu'on va essayer de le faire d'une façon vraiment très interactive. Euh, je vais vous poser une petite question. Juste pour sonder, est-ce que vous avez une idée déjà sur les critères d'acceptance? Est-ce que vous les manipulez à votre vie de tous les jours dans le travail? Est-ce que vous avez été acteur dans la définition des critères d'acceptance ou c'est nouveau pour vous? Donc, je ne sais pas. Vous pouvez écrire dans le chat ou même prendre la parole, n'hésitez pas. Pour ma part, j'ai l'habitude de travailler avec les critères d'acceptation en tant qu'analyste d'affaires dans des Mhm. projets. Ok. Je ne sais pas pour les autres. Ne soyez pas timide, hein, activez votre caméra et pardon, vos micros. Et même si vous voulez activer vos caméras, ça va être génial aussi. OK. Sinon, je vais comprendre que il y a quelques-uns, peut-être que c'est nouveau pour vous. Donc, une petite définition, ça va vous aider de comprendre un peu c'est quoi les critères d'acceptance. OK. C'est nouveau. OK. En fait, les critères d'acceptance, généralement, c'est des conditions ou encore, moi, je dis que c'est une liste de conditions qu'on va définir au début qu'on va spécifier au début pour comprendre qu'est-ce que le client veut avoir dans son produit. Et ça va nous aider par la suite pour dire que le produit qu'on va avoir ou la solution qu'on va avoir à la fin répond bien aux besoins qu'on a reçus de notre client. Cette liste, généralement, elle est. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que j'avais l'opportunité de travailler avant dans des méthodologies ou dans des façons de faire traditionnelles comme le waterfall, comme des cycles en V. Et avant, on recevait on disait pas des requirements ou des besoins, mais plutôt des cahiers de charges des grosses cahiers de charges avec beaucoup de spécifications, avec beaucoup de détails, ce qui laisse parfois les personnes qui vont réaliser le produit dans l'ambiguïté ou dont il y a beaucoup de malentendus. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces critères d'acceptance? Ils vont essayer de concrétiser et d'une façon bien sûr concise ce que le client veut, donc les attentes du client. Du coup, moi, j'aimerais bien faire l'analogie. Oui? OK. Donc l'analogie avec, parce que j'ai faim, je jeûne aujourd'hui, donc avec le pizza, une fois si vous voulez commander une pizza, certainement vous avez des attentes et vous allez appeler un restaurant, vous allez, lui demander, une pizza chaude, garnie exactement, par exemple avec des légumes, du thon et bien sûr livrée dans un temps, précis, par exemple moins de 30 minutes. Donc c'est ça c'est des conditions qu'on a mis en place pour dire que, lorsque je vais recevoir ma commande, je serai satisfaite. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, ça veut dire que mes attentes n'étaient pas vraiment respectées par le restaurant. Donc, si je trouve que le restaurant a mis du champignon alors que moi je suis allergique, je ne serai pas satisfaite. S'il va prendre plus de temps que prévu, par exemple 45 minutes ou 1 heure, où la pizza n'est pas chaude, du coup, je serai fâchée et je ne vais pas le recommander à mes amis. De même façon, les critères d'acceptance, ils vont jouer un rôle crucial parce qu'ils vont définir clairement ce que signifie répondre aux attentes pour chaque fonctionnalité qu'on va réaliser par la suite. Donc, ça va garantir
que au final, on va avoir un produit qui répond précisément à mon besoin ou aux besoins des utilisateurs. Oups, je trouve pas. Oui. Voilà. Donc, ici, je vais vous parler de l'importance des critères d'acceptance. Ils sont importants parce qu'on va gérer les attentes, comme on a dit, parce que le client, généralement, il vient avec beaucoup d'attentes, il est très ambitieux. Lorsque je vais commander une pizza et dire, voilà, je veux une pizza, c'est très vague, c'est flou, mais ces critères, ils vont nous aider à cerner le périmètre, qu'est-ce qu'on veut exactement et comment on le veut. Donc, du coup, on va gérer et on va se mettre d'accord ensemble, la partie du client et la partie des réalisateurs sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ça va nous aider dans la définition du périmètre pour réduire le maximum de l'ambiguïté. Et aussi, ces critères, ils vont être comme référence pour les gens de la qualité pour établir et écrire leur stratégie, leur plan de test et aussi les cas de test. Donc, ces critères vont nous aider à éviter aussi le scoop creep parce que généralement, le client, comme on a dit, il va venir avec des attentes, mais il peut changer d'avis au milieu de route. Donc, surtout lorsque si on parle de la méthodologie agile et de façon de faire agile, je peux commencer le travail aujourd'hui, après quelques jours, le client peut venir et dire en fait, j'ai changé d'avis. Donc, tu as changé d'avis, mais il y a des répercussions derrière. Donc, du coup, pour éviter ces va-et-vient, ces changements d'avis et tout ça, on va essayer, ces critères, ils vont nous aider en fait d'être sûr que ce qu'on va réaliser répond bien à ce que le client demande au début. Donc, ici, juste pour visualiser avec et sans critères d'acceptance. Et si je peux partager avec vous quelques expériences de projets qu'on a fait sans critères d'acceptance, les va-et-vient, les changements, les corrections sont très fréquentes parce que le client, comme on a dit, lorsqu'il demande au début, parfois, OK, c'est clair, de son côté, mais avoir une même compréhension entre, le volet business et le volet technique, c'est toujours un peu difficile si on ne se met pas d'accord ensemble sur des critères ou une liste bien définie. Donc, j'ai vu des itérations des réalisateurs, des développeurs qui passent 3 à 4 semaines dans une fonctionnalité. Et lorsqu'on va présenter ça au client, il va nous dire à la fin de l'itération, d'accord, c'est cool, c'est joli, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je veux à la fin. Donc, il faut penser que ces 4 semaines de développement, ils vont être vraiment refaites ou, il y aura beaucoup de corrections pour revenir à la case de départ et refaire le travail pour que ça coïncide ou ça sera aligné avec ce que le client veut. Donc ça va nous limiter avec les critères, on va essayer vraiment de limiter ces travaux de correction, les malentendus, les retards. Parce que lorsque je vais faire de la correction, c'est à part que c'est coûteux, ça va aussi impacter le temps des livraisons des autres fonctionnalités. Donc, il y aura aussi des retards sur les autres, la planification qu'on a déjà mis en place. En termes ça, c'est des termes que j'aimerais bien qu'on clarifie parce qu'on entend toujours besoin, exigence, requis, critères d'acceptance. Et souvent, lorsque je parle de critères d'acceptance, il me dit oui, c'est le besoin du client. Alors que, en fait, le besoin, et comme vous voyez là, la cône que j'ai mis, la base, c'est le besoin parce que c'est la pierre angulaire de tout projet. Donc, il représente ce que l'entreprise ou le client final cherche à résoudre et à atteindre. Donc,
Une fois que nous avons identifié ce besoin-là avec le client, bien sûr en collaboration avec le client, la question suivante se pose sur Es, comment y répondre. es trágica, obviamente tiene un mensaje divino porque Donc la question suivante sera, comment répondre à ce besoin-là? C'est là qu'on va introduire les exigences. Donc les exigences, ça va décrire la manière spécifique sur ce qu'on va réaliser pour répondre, aux besoins de notre client, donc aux besoins qu'on a identifiés auparavant. Donc elles sont concrètes, elles sont mesurables et testables. Donc ces exigences vont nous mener en fait à définir les requis qui sont aussi des conditions pour répondre à des obligations peut-être en termes de normes, de réglementation, de standards. Donc, on va ajouter à ces exigences-là les requis. Et après, on va s'assurer que le projet ou le produit, il va répondre réellement aux exigences et aux requis à travers les critères d'acceptance. Donc, les critères d'acceptance, ils vont arriver à la fin pour concrétiser tout ce qui va, euh, tout ce qui est avant lui. Donc, les besoins, les exigences et les requis. Je vous ai mis ici, comme j'ai dit, c'est interactif. Donc, vous allez voir que je vous ai mis ici quelques exemples. Donc, vous allez voir que pour le besoin, il y a un exemple de site. Donc, là, je suis un client et je vous dis que je veux un site e-commerce là, de vente de billets, par exemple, qui soit rapide et facile à utiliser. Après, ça, c'est mon besoin. Ça, c'est moi, je suis cliente et c'est ce que je veux faire après. C'est un peu flou, c'est un peu vague, mais je vais essayer avec les exigences et les requis à ajouter, à l'expliquer encore plus, ajouter des spécifications plus formelles et plus réalistes et mesurables. Donc là, par exemple, je peux dire que mon site, il doit répondre, il doit donc je veux qu'il soit facile à utiliser. Pour passer une commande, ça doit être moins de 3 étapes, par exemple. Et pour ce faire, il faut peut-être que j'aurai plus d'interface user-friendly, de techniques, etc. Pour le requis, je peux ajouter encore plus d'options, mais je vais aller vers tout ce qui est peut-être moins formalisé, qui n'est pas dit réellement par le client, mais indirectement. Par exemple, lorsqu'il me dit qu'il veut un site rapide, ça veut dire que peut-être lorsque j'aurai 10 000 utilisateurs simultanés, le site doit garder ses performances. Peut-être si je parle de sécurité, peut-être je dois ajouter des normes de sécurité. Peut-être que si le client me dit que je veux un site que je peux utiliser sur n'importe quel device, c'est là où on peut ajouter une version mobile et une version web mobile sur plusieurs types de mobiles, iOS et Android. Donc, du coup, comme vous voyez, avec le besoin que j'ai au début, c'était un site simple et facile. Je vais ajouter à chaque fois des critères pour le peaufiner. Et à la fin, on va avoir les critères d'acceptance qui vont, ce sont des conditions qui vont résumer en fait tout ce que le client veut en une liste exhaustive qui va valider en fait tout ce que le client veut. Et on va l'utiliser d'ailleurs sur plusieurs phases de projet. Sur ce graphe-là, cette colonne-là, je vous ai mis une petite référence de cône d'incertitude qui est, bon, je me suis référée au livre Agile Estimation, Estimating and Planning de Mike Cohen, mais il y a aussi d'autres références qui ont parlé du cône d'incertitude. Et d'ailleurs, vous allez voir que la base du cône, elle est large et elle rétrécit
au fur et à mesure lorsque le projet progresse et c'est ce que se passe aussi avec le besoin. Il commence large parce que c'est flou, c'est encore, des idées et petit à petit en s'avançant, en progressant dans la définition du besoin, il va se rétrécir, il va avoir à la fin avec des critères tangibles, avec des critères clairs, concis, mesurables et réalistes. Je vous laisse après, le temps de lire ça. Comme vous voyez, il y a des niveaux en fait dans ces éléments-là et d'ailleurs il y a une interdépendance. Donc les besoins, les exigences, les requis et les critères ne fonctionnent pas d'une façon isolée. Ils sont profondément interconnectés. Par exemple, si on aura un changement d'un besoin, le client, il arrive avec un besoin, mais par exemple, en cours de route, il veut changer le besoin. Par exemple, au début, il voulait un site qui marche sur plusieurs devices, plusieurs types de devices. Après, en cours de route, avec un petit recul, il trouve que son budget ne le permet pas. Donc, il va changer de besoin. Il va dire, OK, je veux seulement une version web. Dans ce cas, ce changement-là de besoin, ça peut entraîner des modifications dans les exigences, ça peut affecter les requis, les critères d'acceptance et par la suite. Parce que, comme on voit, c'est une chaîne de dépendance où chaque maillon est crucial pour le succès du projet. En fait, lorsqu'on va comprendre cette indépendance, ça va nous aider à anticiper les risques, à anticiper les impacts, quel que soit de changement, de délai, etc. Et par la suite, lorsqu'on va anticiper, les impacts et les risques, on va aussi adapter nos stratégies en conséquence. Heu, voilà. Je vous laisse aussi, vous pouvez, après cliquer et voir l'interdépendance de chaque, élément. OK, on a compris les termes qu'on va utiliser, besoins et cetera, requis et cetera, les critères d'acceptance. Surtout les critères d'acceptance, mais on va voir le rôle des critères dans le cycle de développement, dans le cycle de vie d'un produit. Parce que souvent, lorsqu'on parle de critères d'acceptance, pense que c'est une liste qu'on va utiliser ou définir au début et ça s'arrête là. Ça va nous aider au début de comprendre le besoin du client et ça s'arrête là. Alors que la durée de vie des critères d'acceptance, ça commence avec lorsque le produit commence et ça va finir jusqu'à la fin du cycle. Donc, on va les utiliser dans toutes les phases et on va voir après aussi le rôle et les acteurs dans chaque phase. Donc, au début, comme on a dit, ça va nous aider dans la conception, dans la planification, ça va nous aider surtout dans la définition et dans l'établissement des attentes du produit. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est réaliste ou non? Après, cette liste-là, les personnes qui vont réaliser, je ne veux pas dire toujours développeurs parce que on est mené parfois à travailler dans d'autres contextes, comme par exemple RH, dans les contextes industriels, et ça, c'est toujours d'actualité. Donc, on ne veut pas juste limiter les critères d'acceptance dans la création de logiciels. C'est pour ça, moi, vous allez m'entendre dire soit développement, donc développement d'un produit, quel que soit le produit, une maison, un logiciel, un service, ou aussi la réalisation, les réalisateurs. Donc, au niveau de la développement et du produit ou la réalisation de produits, ça va aussi, on va en servir comme guide et une référence pour comprendre, qu'est-ce qu'on va, réaliser. Parce que de toute façon, il y aura, les personnes qui vont réaliser ne seront pas toujours en contact ou, directement avec les parties prenantes. Juste un instant. La 2e, la 3e, utilisation, ça sera au niveau de la validation et la validation, pardon.
Oui, et l'amélioration. Donc, on va utiliser ces critères pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire progresse bien et aligné avec les attentes de clients. Donc, c'est lors de cette phase qu'on va mesurer est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on est dans la réussite du produit à travers, bien sûr, les revues qu'on va faire, les feedbacks qu'on va recevoir du client, etc. Et à la fin, on va aussi utiliser les critères lors de déploiement et de la livraison pour qu'on soit sûr que ce qui est fait, ce qui est la solution qu'on est en train de déployer est prête à être utilisée dans un environnement réel. Donc, les critères, ils vont jouer un rôle comme un garde-fou, donc, ils vont confirmer que toutes les fonctionnalités ou tout le système qu'on a réalisé, il va répondre aux standards de qualité, de normes, des attentes des utilisateurs finaux avant que le produit quitte la phase de développement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer maintenant à peut-être à la partie la plus importante, c'est la collaboration entre analystes et QA. On a bien compris c'est quoi les critères d'acceptance. Maintenant, on va voir qui fait quoi en fait. Commençons déjà avec le rôle de chaque acteur. Qu'est-ce qu'il fait l'analyste d'affaires dans toute la création, la définition et la clarification des critères d'acceptance. L'analyste d'affaires, en fait, moi, je dis qu'il joue un rôle crucial parce que c'est lui qui va comprendre le besoin et les objectifs commerciaux du client. Il va les traduire en exigences claires et détaillées. Nous, l'assurance qualité, on est concerné, on est plutôt des gens avec un background technique. Généralement, on est très impliqué dans toutes les phases de la définition des critères d'acceptance, mais on vient toujours avec notre background technique. L'analyste d'affaires, lorsqu'il est, il est acteur dans la définition, il vient avec son background métier de business. Donc, c'est grâce à lui, en fait, qu'il va faire la traduction entre le monde business, donc le besoin comme il le voit le client et le traduire à notre monde là, à notre monde technique pour faciliter la compréhension. Donc, il va faire comme le bridge, le pont entre deux mondes qui ne sont pas très éloignés, mais à la limite pour être sûr qu'il y a une cohérence entre les attentes du client et la faisabilité du projet. Aussi, l'analyste, il va collaborer non seulement avec le client, parce que c'est lui qu'on peut dire qui va faire, il est la référence ou le représentant du client, en quelque sorte, mais aussi il va collaborer avec la partie technique, avec les réalisateurs, les développeurs, les QA pour garantir qu'on a une vision commune de ce qu'il faut être fait. En termes d'assurance qualité, nous, lorsqu'on est on travaille toujours avec le volet, la casquette de la qualité. On vérifie le produit respecte les exigences non seulement fonctionnelles, mais aussi non fonctionnelles, quel que soit en termes de standards, normes et les exigences bien sûr fonctionnelles. Il va valider les critères d'acceptation avant la livraison, donc d'ailleurs le garant de la qualité durant tout le process. Il va identifier et signaler les écarts s'il y en a, s'il y a des écarts entre ce qu'on a réalisé et les attentes du client, donc il va les signaler. Bien sûr, c'est lui qui va effectuer les tests pour garantir la qualité et la performance. Maintenant, on va voir le rôle dans le cycle de réalisation. On a compris que chacun il a un rôle, mais voyons où on va se placer dans le cycle de vie d'un produit. Vous allez voir que lorsque vous allez cliquer ici, vous allez trouver
pour chaque rôle, heu qu'est-ce qu'il fait, son périmètre, et les exigences et tout ça. Et on va voir durant, en fait, tout ce process-là, l'implication du rôle de l'analyste d'affaires. Moi, je vais vous donner, en fait, selon ce qu'il doit être fait, et généralement, vous allez voir que chaque entreprise, chaque workflow au process diffère. Donc, par exemple, dans les phases de test et validation, généralement, on trouve les analystes d'affaires, mais on peut trouver des sociétés ou des entreprises ou des workflows quand que les analystes d'affaires ne sont pas impliqués. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct, mais c'est une préférence de l'entreprise, peut-être d'un côté budgétaire ou aussi en termes de ressources, de disponibilité de ressources. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on peut avoir, où on peut impliquer l'analyse d'affaires, parce que on dit de jour qu'il vient avec son background, et c'est toujours aidant. Donc, on va commencer dès le départ lorsqu'on est en train de collecter les exigences. Là, le rôle crucial de l'analyse d'affaires, parce que c'est en première ligne, en fait. Il va documenter, identifier les besoins et les exigences avec les parties prenantes. Il va utiliser plusieurs techniques. Il y en a plein. Moi, j'ai pas listé tout, parce qu'il y en a plein de techniques qui va l'aider à identifier le besoin, tant que les entretiens, les questionnaires, les ateliers comme les brainstorming, les affinity maps, les customer journey maps. Ça va l'aider, en fait, pour recueillir le maximum d'informations nécessaires. Dans ce stade-là, l'assurance qualité participe en tant que qualité, pour voir, en fait, essayer de comprendre tout, les exigences de point de vue de la est-ce que c'est testable, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'ils sont clairs et complètes. Heu, Conjointement à à la phase de collecte des exigences, on va engager les parties prenantes. On ne va pas faire, documenter et identifier les crit le besoin sans avoir recours à la présence des parties prenantes. Et d'ailleurs, ici, je peux vous dire que, dans la méthodologie, agile, le client, il est présent tout au long de la réalisation de produits, différemment de les autres méthodologies. Il est plutôt concentré dans les phases au début, dans la création et l'identification des besoins, et on le trouve à la fin, à la validation. Alors que dans l'agilité, on essaye de voir le client comme un collaborateur, et la relation client-fournisseur ou client-réalisateur, elle est un peu différente. C'est pour ça on peut le voir même partout dans le cycle. Donc là, ici, on va engager encore plus les clients pour bien comprendre le besoin, et l'analyse d'affaires ici, il va jouer un rôle clé donc il va jouer le rôle de facilitateur, et c'est là où on va commencer à écrire, à identifier les critères d'acceptance. Bien sûr, c'est encore des critères qui sont pas encore peaufiné, mais on va commencer juste de donner du sens à sur le besoin qu'on a recueilli, les informations qu'on a recueillies dans la phase de collecte. Ici aussi, le QA va aider à identifier les risques. Il est là, c'est son job d'identifier les risques potentiels liés aux exigences. Donc, il doit s'assurer que les attentes en matière de qualité sont comprises, parce que, comme on a dit, il n'y a pas seulement les attentes en qualité fonctionnelle, donc on n'a pas des attentes fonctionnelles, mais aussi des attentes non fonctionnelles sur le produit. Donc, il doit être sûr que tous ces aspects-là, ils sont identifiés, ils sont compris, et ils sont en train d'être identifiés dans les critères. Après la première phase là, c'est là donc ces 2 phases, les collectes d'exigences et l'engagement des parties prenantes, je les regroupe en une phase. On va commencer la phase d'analyse, c'est là parce qu'on a commencé au début la création ou l'identification des critères. Là, on va essayer de les affiner,
de les affiner en collaboration avec les parties prenantes. On va les présenter ça, on va dire: «Voilà ce qu'on a compris. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire dans votre produit? Est-ce que c'est aligné avec vos objectifs commerciaux, avec ce que vous voulez avoir à la fin?» Et le QA dans cette phase-là, il va contribuer aussi dans la révision. Donc, il est là pour être une part, un acteur clé pour la révision des critères, pour voir leur testabilité. Et il va commencer à ce stade la création de sa stratégie de test, de sa stratégie, c'est-à-dire comment on va le high level, comment on va tester, qu'est-ce qu'on va tester, est-ce qu'on va tester les niveaux qu'on va tester, les niveaux et les types de tests qu'on va utiliser, etc. Et ça reste au niveau à ce stade. Dans la phase de conception au niveau, à ce stade, on va, parce qu'on a pris le temps de peaufiner les critères avec les parties prenantes, partie business, on va intégrer ici, commencer à intégrer la partie technique. Donc, c'est pour ça l'analyse d'affaires ici, on voit qu'il va travailler plus avec les techniciens, avec les personnes qui ont les mains dans la pâte. Donc, on va trouver des tech leads, des référents techniques, des architectes, etc., pour voir les solutions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place et voir leur faisabilité et aussi s'aligner avec les critères d'acceptance. Bien sûr, ici, on parle toujours de haut niveau. On ne va pas détailler les solutions, on ne va pas détailler les techniques et tout, mais ça reste que les gens techniques, les représentants techniques, ils vont aider non seulement à la compréhension du besoin, mais aussi à l'affinage des critères d'acceptance en termes de faisabilité. À ce stade, le QA, en tant que aussi avec la casquette technique, il va participer activement dans ces discussions et aussi il va commencer dans ce stade la préparation de son plan de test. Donc, tout en se basant sur ce qui est en train d'être finalisé dans les critères d'acceptance. Dans la Après, on va aller directement vers la phase d'analyse. On a tout préparé, on a notre liste de critères d'acceptance, validés par le client, validés par le QA et par les gens techniques au niveau. On va aller maintenant vers la réalisation. On va produire, on va développer notre système ou notre service et c'est là où peut-être généralement, on voit pas l'analyse d'affaires, mais quand même, j'ai tenu à le mettre parce que il y a toujours des petites questions, peut-être que le volet business n'a pas vu, peut-être que lorsqu'on met les mains dans la pâte, on va le voir. Donc, on va poser des questions. Et c'est là où son rôle reste crucial parce que c'est lui qui va répondre à nos questionnements. Peut-être qu'il a la réponse. S'il n'y en a pas, ça va être aussi une occasion pour peaufiner ça avec le client. Donc, sa présence, elle n'est pas très présente. Il n'est pas très présent durant la phase de réalisation. Certainement, il est en train de préparer les autres itérations si on est dans un mode agile ou d'autres choses. Mais on peut trouver beaucoup de fois des va-et-vient, des questionnements, des clarifications tout au long du process de développement. En termes de qualité logicielle, il a tout préparé à l'avance, donc il a pris la stratégie, il a préparé le plan de test, mais à cette étape-là, lorsque les gens, les techniques qui sont en train de réaliser, de développer le système, le QA, il est en train aussi de développer et de créer les cas de test et les scénarios de test en se basant bien sûr sur les critères d'acceptance et bien sûr conformément à son plan et à sa stratégie qui a déjà préparé auparavant. Donc, à ce stade, le QA va préparer les cas de test, les scénarios conjointement avec le temps que les développeurs sont en train de développer, mais aussi il va préparer les autres étapes par exemple, les données de test, les environnements, les ressources dont il aura besoin lorsqu'il va commencer la phase de test dans la phase suivante.
dans la phase de test et validation, maintenant, tout est préparé, nos cas de test, ils sont là. Donc, c'est là où le QA, il est plus présent parce que c'est lui le garant. Bien sûr, ça dépend de la stratégie de l'entreprise, mais pardon, mais généralement, comme j'ai dit, on ne voit pas l'analyse d'affaires, mais moi, concrètement, j'ai travaillé beaucoup même dans les phases de test et validation avec des analystes d'affaires comme des double check en fait. On a même établi dans des équipes, ça dépend des systèmes qui sont parfois robustes, qui nécessitent plus de validation. On établit même des critères ou de définition du terminé, les définitions of-done, spécifiques pour impliquer et intégrer la présence d'un analyste d'affaires lors de la validation. Comme ça, on aura vraiment, à la fin, on est sûr que le produit qu'on va ou l'incrément qu'on va produire à la fin, il répond bien non seulement aux normes de qualité et aux critères, mais aussi on a une validation business faite avec le représentant du business qui est l'analyste d'affaires. Donc, c'est là où on va faire nos tests. Comme j'ai dit, on peut aussi avoir le recours aux analyses d'affaires pour faire les tests, pour confirmer en fait ce qu'on a produit à la fin. Et du coup, leur présence, elle est vraiment très, très importante. Et une fois qu'on a terminé tout ça, reste aussi la phase de gestion de changement, la phase de maintenance. Lorsque tout est livré au client, on reste à l'affût par exemple, de nouvelles solutions, il faut aussi ne pas oublier de former les utilisateurs finaux sur la façon et l'adoption de notre système. Et s'il y a des mises à jour, c'est là aussi l'analyse d'affaires qu'il va avoir recours à l'adoption à l'adaptation des critères d'acceptance s'il y a des changements ou des mises à jour. Bien sûr, la même chose que le QA, c'est pratiquement, ils ont le même rôle ici. OK, les outils. On a compris qui fait quoi, les critères d'acceptance, la présence des critères d'acceptance tout au long de notre cycle de vie d'un produit. On va voir maintenant les techniques qu'on peut utiliser pour des bonnes critères d'acceptance. Parce que généralement, moi, lorsque je fais des audits sur des équipes pour voir leur façon de faire, la readiness ou comment dire, la readiness, les stories, est-ce qu'ils sont, les histoires, est-ce qu'ils sont prêtes ou non à être développées? Moi, je trouve toujours des équipes qui me disent: «Nous, on fait des critères d'acceptance, on a tout, mais nos stories sont bien écrites». Mais lorsqu'on ouvre là, malheureusement, j'ai pas des exemples concrets, c'est confidentiel, mais on peut trouver tous les détails qu'on peut avoir, techniques, des requis, c'est très détaillé, mais on ne trouve pas des critères vraiment d'acceptance qui sont, concis, clairs. Bah, le contraire, moi je dis, tout ce que vous avez mis dans cette story-là, ça va amener à des confusions aux personnes qui vont réaliser ça. C'est pas des critères d'acceptance, c'est de la documentation des requis ou des besoins. Donc c'est pour ça, il y a des techniques qui vont nous aider à bien écrire nos critères. Il y en a plein. Moi, généralement, moi, j'ai mis les tendances et les plus connues, et vous allez voir qu'il y a c'est comme ils sont très proches en termes de façon de faire. Je vais commencer avec le Behavioral Driven Development, le BDD, qui va transformer les exigences en histoires simples, donc en utilisant des scénarios qui va décrire le behavior, donc le comportement attendu de notre produit. Et vous allez, lorsque vous allez faire des recherches, vous allez entendre beaucoup le mot Gherkin. En fait, le BDD, ça, c'est une technique pour écrire les critères, et il est conjointement lié à la Gherkin. C'est un langage, en fait, qui va faciliter encore plus l'écriture des critères à part BDD. Et comment ça se fait? C'est en fait, c'est le given when then, et le given when then, c'est-à-dire étant donné un besoin, quand
une condition, alors une action. Donc, on va résumer tous nos critères d'acceptance avec ce format-là. Et vous allez voir ici que je vous ai mis des exemples pour chaque technique. Donc, par exemple, ici, mon besoin, ma story, mon histoire, c'est que je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte. Donc, ça, c'est mon besoin. Donc, comment je vais le traduire en critères d'acceptance avec le BDD et je vais avoir recours au langage Gherkin. Le langage Gherkin, comme j'ai dit, c'est le given, when, then. Donc, ça va détailler mon scénario avec 3 phases. Donc, le scénario, donc c'est je vais utiliser le comportement, c'est qu'un utilisateur oublie son mot de passe. When, quand est-ce que ça va se passer? Lorsqu'il va demander il demande une réinitialisation. Et qu'est-ce que ça va se passer? L'action derrière. Donc, on va donc il va recevoir un mail pour réinitialiser son mot de passe. Donc, c'est un critère d'acceptance. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter à ça. On va essayer aussi de détailler les autres comportements, comme par exemple, lorsqu'il va recevoir le mail, qu'est-ce qu'on va faire? Il va saisir le mot de passe. OK, donc lorsqu'il va saisir le mot de passe dans la base de données sera mis à jour. Donc maintenant, lorsqu'il va se connecter à son compte et il va utiliser son nouveau mot de passe, il va voir que c'est mis à jour et il peut se connecter. Dans nos critères d'acceptance aussi, il faut être vigilant et ne pas oublier les unhappy paths. Généralement, on se concentre sur le happy path, c'est-à-dire le scénario de succès. Donc, lorsque je vais mettre une bonne mot de passe, un bon mot de passe, je vais me connecter. Lorsque je vais cliquer correctement ou je vais me connecter, par exemple, si on parle de performance, je vais connecter un seul utilisateur simultané. Je vais me connecter. Mais il faut aller au-delà de ça. Donc, par exemple, ici, on va aller vers le cas échéant. Lorsque je vais mettre un mot de passe qui n'est pas conforme, c'est-à-dire, par exemple, qui est moins de 11 lettres, qui ne contient pas des critères successifs, etc. Donc là, je vais essayer d'aller au-delà de mon système et voir la réaction de mon système. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais répondre à ça ou non? Peut-être le client, il va me dire, pour moi, actuellement, je veux traiter seulement le happy path. OK, mais le unhappy path, il faut le traiter peut-être après. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on va pas avoir toujours un utilisateur qui va saisir un mot de passe il connaît déjà, est-ce qu'il connaît les règles ou non? Donc, il faut toujours penser au cas échéant. Qu'est-ce qui va se passer? Le message d'erreur qu'on va afficher et la réaction aussi du système après. Donc, l'avantage de cette technique-là, qu'elle est claire, facile et facilité d'automatisation. Et d'ailleurs, lorsque vous allez parler ou vous allez voir les tests automatiques, généralement, vous allez entendre parler du BDD. Parce que si on va écrire nos critères d'acceptance avec le format BDD, ça va être très facile à automatiser. On n'aura pas besoin, avec surtout les techniques maintenant de low code et no code, on ne va pas avoir recours à écrire un code. On va utiliser seulement le format BDD et vous allez voir que vous allez avoir un test après, un test automatisé. Moi, avant, j'ai utilisé, par exemple, le BDD dans des tests automatiques. Bien sûr, il y a des syntaxes qu'on doit respecter et tout ça. Et c'était vraiment très facile à automatiser nos critères d'acceptance. Après, il y a le scénario orienté. Donc, le scénario orienté ou scénario oriented, il va nous aider à visualiser les usages réels du produit. Donc, on va créer des exemples concrets de comment les fonctionnalités seront utilisées par l'utilisateur final. Donc, on va comprendre que, par exemple, on sait que l'utilisateur final, il veut avoir telle et telle chose. Donc, on va
aller dans la peau d'un utilisateur final. Et d'ailleurs, ici, je vous ai mis un exemple de story d'un utilisateur qui veut passer une commande pour acheter un produit. Et qu'est-ce qui est les scénarios que un utilisateur final veut avoir, c'est d'utiliser et de se connecter à son compte et d'aller vers les commandes, sélectionner une commande. Il va voir le statut actuel. Si elle est en livraison, il veut voir le lien pour suivre la livraison. Si elle est annulée et il veut voir pourquoi elle est annulée, peut-être un défaut de compte parce qu'il a payé avec une carte expirée ou qui n'a pas d'argent, etc. Donc, c'est ce que je veux avoir comme étant un utilisateur final. Donc, je me mets dans la peau d'un utilisateur final et je vais essayer de lister tous les scénarios. Donc, l'avantage de cette technique-là, ça va nous permettre de tester plusieurs chemins d'utilisation du produit. Donc vraiment, ça va nous donner l'autre bout du chemin. On ne va pas rester toujours dans le volet client ou technique, mais on va aller vers le volet euh, utilisateur finaux. La prochaine, c'est les règles orientées. Donc là, c'est plutôt cette méthode, elle est plutôt utilisée lorsqu'il y a des règles spécifiques que le produit doit suivre. Par exemple, lorsqu'on veut, on sait déjà que le produit, il a des exigences de conformité précises. Par exemple, pour un mot de passe, lorsque je vais créer un mot de passe, je sais que j'ai la règle que le mot de passe, il doit avoir un length minimum de 11 caractères. Ça, c'est une règle. Je sais qu'il ne faut pas avoir 2 ou 3 caractères identiques successifs. Ça, c'est une règle. Je sais que je dois avoir un minimum, un caractère spécial, un caractère majuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère, une lettre minuscule. Ça, c'est une règle. Je sais que, par exemple, lorsque je vais changer le mot de passe, ça ne doit pas être dans l'historique de mes autres mots de passe que j'ai utilisés avant. Là, c'est bien sûr, on parle des systèmes un peu plus robustes. Par exemple, si je vais changer, le système, il va me demander de changer mot de passe chaque 2 semaines. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Je ne peux pas changer un mot de passe que j'ai utilisé il y a 2 mois ou un an. Donc là, il y aura une base de données qui va regrouper aussi les anciens. Donc ça, c'est une règle aussi. Donc ça, c'est des règles que je connais, que je sais que je dois avoir pour dire que mon mot de passe à la fin répond à ces critères d'acceptance-là. L'avant-dernier, c'est Test Driven Acceptance et c'est là, on va voir que c'est plutôt, c'est dans l'autre façon de faire parce qu'on a vu dans le cycle que le qualifieur ou l'assurance qualité, elle va commencer la création des tests, des cas de test et des scénarios de test au moment conjointement lorsque l'équipe de réalisation en train de développer le produit. Ça, c'est normalement. Lorsqu'on va utiliser ou adapter la façon de faire ou les critères d'acceptance avec la méthode ATDD, là, on va essayer de préparer les cas de test dans les phases préliminaires, donc les phases où on va préparer avec l'analyse d'affaires et avec le QA tous les scénarios possibles qu'on va tester à la fin. Et lorsque le développeur ou le réalisateur, il va préparer le produit, il va se baser sur les tests, il sait qu'est-ce qu'il va être testé et il va préparer le développement en se basant sur les tests. Donc, c'est un développement basé sur les tests. C'est une technique pas nouvelle, mais disons, c'est dans les 10 dernières années, mais elle est très en vogue parce que ça évite en fait les malentendus et ça, elle a eu beaucoup de succès et elle a fait ses épreuves, surtout en termes de correction, moins de correction, moins de va-et-vient, moins de fixe lors des phases de test.
La dernière que je l'ai laissée en dernier, c'est la plus simple et c'est la plus répandue, c'est le checklist. C'est la plus directe. C'est une méthode pour vérifier que chaque fonctionnalité couvre et répond aux standards définis. Donc, elle va offrir une vérification simple à chaque étape du projet. Donc, c'est une liste qu'on va faire. Voilà ce que je veux, telle et telle chose. Donc, c'est une liste simple, si on veut dire. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle est simple, efficace pour des critères clairs et actionnables. On a vu ces cinq techniques, juste pour vous dire que la TDD, elle est une variante du TDD. Donc, ça, c'est le ATDD, de Acceptance Test Driven. Donc, c'est les tests d'acceptance qu'on va faire à la fin, donc orientés par ces tests-là. Il y a la variante dont vient la TDD, c'est le TDD. Et le TDD vient, en fait, c'est une variante de le BDD. Donc, toutes ces variantes-là, c'est pour ça, à chaque fois, c'est un peu similaire, mais peut-être on le voit d'un autre angle et d'une autre perspective. Synthèse pour de toutes ces techniques-là. Le BDD est l'idéal pour les interactions parce qu'on va amener avec nous, lorsqu'on va définir les critères d'acceptance, des personnes non techniques. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus simple pour les non techniques. Elle va nous aider dans l'automatisation. C'est pour ça que je dis elle est idéale. Le checklist, elle est simple, elle est très simple, elle est concrète. Donc, c'est vraiment direct et tout. Ça nous évite les malentendus et autres. Le rule oriented, elle est parfaite lorsqu'on a des règles métiers strictes et on veut les respecter. Le scénario oriented, ça permet de se mettre dans la peau d'un utilisateur final et ça nous permet d'anticiper les différents parcours utilisateurs. La TTD, ça, elle est axée sur la validation avant le développement. Donc, si vraiment on a cette possibilité-là, on a des développeurs ou des réalisateurs qui sont orientés à TDD, c'est là où on peut les utiliser. OK, bonne pratique et recommandations. On a vu plusieurs techniques. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on va. La TDD, c'est clair qu'on va l'utiliser seulement si on a des équipes qui sont prêtes à travailler à ça, ils sont formés à faire ça. Pour les autres techniques, vous allez me dire quand est-ce qu'on va utiliser une ou l'autre. C'est pour ça, moi, j'ai ajouté ce slide pour vous dire il y a une approche hybride qui vous aide à combiner en fait plusieurs techniques pour garantir des critères d'acceptation complets et clairs. Donc, vous pouvez combiner, par exemple, les règles avec les BDD parce que vous avez des règles à lister, mais vous allez utiliser la façon BDD pour que ça soit clair et compréhensible et simple. Vous pouvez utiliser les scénarios. Donc, si vous connaissez tous les scénarios, vous pouvez utiliser aussi les checklists parce que c'est direct et c'est clair. Donc, vous pouvez combiner plusieurs techniques. Il faut aussi ne pas oublier d'être collaboratif. Et ici, il y a la méthode de Three Amigos. Le Three Amigos, c'est-à-dire, et vous pouvez cliquer ici pour comprendre et avoir une petite idée sur cette méthode-là. En fait, ça consiste à collaborer ou à rapprocher plusieurs volets ou plusieurs représentants. On va trouver le représentant métier qui est représenté par l'analyste d'affaires et ou le product owner. On va trouver le représentant technique des réalisateurs. Donc, on va trouver, comme on a dit tout à l'heure, un tech lead, un architecte, un agent de système, etc., un agent technique et bien sûr un représentant de la qualité. Tant qu'on peut avoir le plus de possible de représentants, c'est très bien parce que chacun, il va arriver avec son background, avec sa perspective, avec sa vision et ça va vraiment enrichir la discussion. Et je dis toujours, il y a des angles morts que par exemple, moi, comme qualité, je ne le vois pas. Vous, comme étant analyste d'affaires, vous le voyez et c'est évident pour vous. Peut-être pour moi, c'est pas évident. Cette interaction, ça augmente en fait, ça développe l'intelligence collective et c'est ce qu'il faut faire lorsque vous collaborez et ou vous développez des critères d'acceptance. Et on va voir après une des choses à éviter. La clarté et la testabilité, vraiment, il faut être
clair, parce que si c'est pas clair, ça va ajouter encore d'ambiguïté, la complexité, on va, entrer dans, chacun il va comprendre le critère comme il veut et on va avoir des malentendus à la fin. Donc il faut être vraiment clair, des phrases courtes et claires pour, aider à la compréhension. Précision et objectif, il faut être, précis, clair, concis aussi. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir des paragraphes dans les critères d'acceptance. On ne peut pas avoir des paragraphes. Une paragraphe, ça va ajouter plus d'ambiguïté. Chacun, il va comprendre le paragraphe avec une façon de faire. Donc, on va éviter tout ça pour être, voilà, je veux un mot de passe qui ne dépasse pas 11 caractères. Ça, c'est clair. Personne il va dire: «Non, j'ai pas compris, j'ai compris une autre façon». Non, c'est clair. Et surtout centré sur les résultats attendus. Je sais que mon client veut, ça, je vais essayer de le traduire en 3 à 4 ou 5 ou même, 10, critères, mais tant que ça soit concis, clair et surtout axé sur les critères. Implication précoce, je vais revenir sur la partie collaboration. Donc, ça va intégrer les représentants métiers, réalisation et qualité tôt dans le système, tôt dans le processus. Donc, c'est pour ça on a vu que la qualité logicielle, elle est impliquée tôt dès la définition ou la phase d'idéation. Donc, il est bien aussi d'intégrer les gens de technique avec vous parce que parfois, je peux avoir tout le monde côté marketing, côté design et tout ça. Tout est clair, tout est concis et tout. Mais lorsque les gens de métier arrivent, les gens de technique arrivent, ils vont me dire, OK, c'est cool, mais techniquement, je ne peux pas le faire. Techniquement, j'ai pas, par exemple, le serveur ou les plateformes ou l'environnement à le faire. Donc, impliquer tôt ces personnes, ces visions-là, ça va nous aider à avoir des critères d'acceptance réalistes le plus tôt possible. Erreur à éviter, comme j'ai dit, une des critères, là, je vais rebondir sur l'implication des personnes clés comme représentants métiers, techniques et qualité. Il ne faut pas faire seul. Même si vous êtes le responsable, comme un analyste d'affaires, un responsable de définir les critères d'acceptance, il ne faut pas le faire ça. Il faut toujours être épaulé et supporté par les autres métiers parce que ça va vous aider de voir des choses que peut-être vous n'avez pas identifié. Aussi, surtout, pour, comme j'ai dit, développer l'intelligence collective. Éviter la vagueté et la complexité. Vous pouvez aussi ici cliquer, vous allez trouver des explications. Je ne vais pas en tarder. Le non-alignement avec les objectifs commerciaux. L'analyse d'affaires, il est là pour créer des critères acceptance réalistes et surtout alignés avec les objectifs clients, commerciaux du client. Donc, ne pas avoir l'alignement, ça va vraiment aller à l'encontre de l'objectif des critères. Il ne faut pas ignorer les aspects non fonctionnels. Comme j'ai dit tout à l'heure, OK, on veut un produit fonctionnel, mais si le produit fonctionne, il fonctionne, mais il ne fonctionne pas bien dans un environnement réel, par exemple. On a vu d'ailleurs le bon exemple de SACLIC. Certainement, le site, ils ont fait des tests, mais est-ce que ça répondait à la contrainte ou aux critères il y aura, par exemple, 10 000 utilisateurs simultanés en même temps? Est-ce qu'ils ont ajouté ça comme critère pour notre, par exemple, pizza? Je retourne aux pizzas parce que j'ai quand même faim. C'est que, OK, à la fin, je vais avoir un pizza là, ronde avec la garniture que je veux, mais est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle a la pâte fine? C'est tout ça. C'est peut-être des critères non fonctionnels qu'on doit ajouter lorsqu'on est en train de créer ou d'identifier les critères d'acceptance. Donc, c'est un élément très important
et vous allez voir que parfois ça devient même primordial. Le client, il peut dire, OK, je reçois la fonctionnalité, mais tant elle fait pas, par exemple, elle n'est pas sécuritaire en termes, par exemple, elle répond pas à des normes de sécurité ou elle n'est pas performante, j'ai pas besoin de, pour moi, elle n'est pas vraiment complète. Elle ne satisfait pas à mon besoin. Il faut éviter les suppositions non vérifiées dans les critères d'acceptance. C'est comme on a dit, il faut éviter l'ambiguïté, toute supposition qu'on n'a pas vérifiée avec le client. Ça va mettre en péril le travail des réalisateurs et on va voir que si on va mettre des suppositions, vous allez, vous, en tant qu'analyste d'affaires, être très sollicité durant la réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça, on peut faire ça et tout ça? Donc, pour éviter tout ça, essayez de confirmer toutes les suppositions avec le client. Si c'est pas confirmé, ça peut, on va pas le mettre, on va pas le faire, le mettre dans nos critères. Et bien sûr, ne pas ignorer le feedback. Une erreur à éviter parce que le feedback, on dit, il y a même c'est un art de recevoir des feedbacks parce que ça va nous aider à non seulement à bien clarifier nos critères, mais aussi à améliorer notre produit via les feedbacks. OK, allons vers les outils. On a vu les techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces techniques-là pour nous aider à bien, écrire nos critères d'acceptance. Maintenant, comment gérer les critères d'acceptance? Moi, généralement, j'ai mis les 3 outils que j'ai utilisés, certainement il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'ai vu même des startups utiliser un Excel pour écrire leurs critères d'acceptance, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais certainement c'est budgétaire, mais il y en a plein d'autres outils. Même un Excel, on peut utiliser un Excel pour écrire nos critères d'acceptance. Mais l'idée ici, c'est que tant qu'on a la possibilité d'utiliser des outils qui vont nous faciliter et d'optimiser la définition des critères et surtout la suivi de la progression des critères d'acceptance, on va l'utiliser. Mais si on n'a pas cette possibilité-là, on peut même utiliser des outils donc simples, euh, gratuite etc. Il y a Jira, par exemple, qui est un gestionnaire de projet très performant. Il offre beaucoup de fonctionnalités. Je ne vais pas faire la promo de Jira, mais il peut même, on peut même gérer les critères d'acceptance via Jira et aussi faire le suivi continu de la progression des critères. D'ailleurs, ici, je vous ai mis une petite vidéo sur une story qu'on a créée avec, on va créer ici 3 ou 4 critères d'acceptance sous format de checklist. Donc, vous voyez ici ces checklists. Bien sûr, ici, la description de notre story, elle est vide, mais normalement, ça doit contenir quelques détails sur la story. Et vous voyez ici, lorsque j'ai créé 3 ou 4 critères d'acceptance et lorsque je vais les réaliser ou répondre à ça, je peux voir je ne sais pas si vous avez vu la progression le respect de mes checklists, de mes critères d'acceptance. Donc ça va nous aider. Par exemple, ici, on peut voir que la progression, on a 2 critères. Après, ça va être 3. Et après, lorsqu'on va les tester et les confirmer, on va voir aussi même la progression de suivi. Donc ça, c'est très bien en termes de gestion des critères d'acceptance. Voilà, donc ça, on peut voir la progression jusqu'à arriver à la complétion des critères d'acceptance. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour gérer les critères. Il y a aussi Confluence. C'est pour la documentation collaborative. On peut avoir des critères d'acceptance documentés sur Confluence, partagés bien sûr avec tout le monde, avec les parties prenantes. Donc là, on va préserver aussi le volet transparence, aussi Jira, il peut offrir ça.
Vous pouvez voir ici, par exemple, même sur Jira, et on peut même le linker avec Jira, par exemple, un ticket, une story ou une histoire Jira avec les détails. On peut même linker la documentation des critères d'acceptance détaillés. Donc, on peut voir la documentation ici. Bien sûr, moi, pour les critères d'acceptance côté Confluence, je dis de la documentation collaborative parce que on peut aussi aller vers la modification et tout en sachant que ça reste on doit avoir les personnes clés qui vont confirmer ces modifications-là. Donc, on ne va pas donner la possibilité à tout le monde à modifier les critères parce que comme ça va devenir un bazar et on ne va pas finir avec les modifications. Avec Azure, là, c'est un outil aussi très performant. Il est complet, Azure DevOps. Donc, il va fournir pas seulement la gestion de projet, mais aussi la gestion du code source, le suivi des tâches, les pipelines et aussi, il supporte efficacement la gestion des critères d'acceptance. Donc, on peut même voir, comme Jira, en fait, nos critères, la progression, le suivi de la progression et tout. Voilà. Est-ce que, à ce niveau, est-ce que vous avez un exemple, une question? Sinon, je vais passer à un petit exercice. Je pense qu'on a encore le temps pour faire l'exercice. OK. Donc, comme ça, je veux que vous soyez aussi participatif et interactif parce que là, avec tout ce qu'on a vu maintenant, on va aller vers un petit exercice et voir qu'est-ce que vous avez compris dans les critères. Comment on va créer nos critères d'acceptance. Je vais vous, on est 14, disons, on est combien? Moins 3. Donc, on est 11, on va faire 3 groupes et on a 3 stories ou 3 besoins, disons. Chaque groupe, il va prendre la story, il va ensemble, vous allez créer une liste de critères d'acceptance. J'ai essayé d'être un peu, de limiter le volet technique parce que je ne sais pas ce que vous, c'est c'est, il y a beaucoup de background, peut-être chacun il vient d'un milieu, par exemple, vous n'êtes pas tous dans le milieu de développement logiciel, il y a d'autres dans d'autres milieux. Donc, du coup, on va essayer de faire les 3 premiers exemples de story. Donc, le premier exercice, ça va être la préparation d'un voyage. Donc, le premier groupe, il va préparer les critères d'acceptance de cette story-là. Donc, en tant que voyageur, vous voulez préparer votre voyage à l'avance afin de s'assurer que tout est organisé et éviter les imprévus. Donc, vous allez préparer une liste de votre critère d'acceptance. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme préparation pour dire que vous avez bien préparé votre voyage? Ça, c'est pour le groupe 1. Le groupe 2, c'est l'organisation d'un mariage. Donc, vous êtes un futur ou une future mariée et vous voulez planifier votre mariage à l'excellence, donc en détail, pour vivre un événement sans stress et réussi. Donc là, vous allez préparer votre liste de critères d'acceptance de l'organisation de votre mariage. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Et le dernier groupe, alors avec la préparation d'une pizza maison, donc vous êtes un amateur de cuisine, vous allez préparer une pizza maison pour savourer un plat frais et fait maison. Donc, quand est-ce que vous allez dire que vous avez bien préparé votre pizza maison? Donc là, vous allez préparer aussi une liste pour ça. Et pour faire la liste et les critères d'acceptance ici, je vous propose d'utiliser la technique de checklist, la plus simple et la plus directe. Donc, ça va être dans le groupe un parmi vous qui va prendre note et écrire dans une petite feuille ou à la limite même dans le chat la liste des critères. Et après, on va faire le débrief. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est combien de temps les petits ateliers, Alpha? Ça va être vraiment, 5, maximum 7 minutes ou 10 minutes. Allez, maximum 10 minutes. Heu
Et si vous pouvez, Hélène, mettre le groupe 1, groupe 2, groupe 3, comme ça, ils sachent chacun, ou à la limite, groupe voyage, groupe mariage et groupe pizza. Comme ça, ils sachent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice? OK, je pense que c'est clair. Il n'y a pas de question. Il y a des gens qui ont quitté. Par contre, il est déjà 19 heures. Oh oui, c'est un peu tard, OK. Ah, on demande d'écrire les critères Oui, d'acceptation. oui, exactement. C'est juste les critères d'acceptation de cette story-là. Donc, c'est quoi la liste que vous devez avoir pour dire que, vous avez bien préparé, le voyage, le mariage ou la pizza? C'est parti. Alors, on se fait un petit break room. Est-ce que tu veux l'activer ou tu veux Oui, que je l'active? oui, on peut C'est faire parti. avec les personnes qui sont là. Mhm. Est-ce que ça a l'air de fonctionner? J'ai vu des personnes, je sais pas, tu peux voir dans les groupes, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rejoint les Je groupes? pense que oui. Et pour Sinon pour les aller... autres, Abdel Waheb et Hanan, vous pouvez, normalement vous allez recevoir un message là. Oui, Hanan, il reste Hanan. Ouais. Donc, voyage, mariage, pizza. À quel Oui, endroit est-ce qu'on peut écrire les choix? c'est renommer le groupe. Attends, je peux le faire si, je sais pas si là, j'ai la possibilité, mais Je t'ai mis comme co-host, tu devrais être en mesure de... Nathalie, elle est seule. OK. Donc peut-être Khawla, si tu veux, aller avec elle, Je ne sais pas si elle est là, Raoula. parce que Nathalie, je vais lui envoyer Nathalie un message. Ou traverse Nathalie dans la deuxième room. Nathalie, oui, tu le mets avec, room 3, Salmine. C'est fait. OK, Donc, ce serait mariage et pizza. oui. Et J'ai faim, je suis désolée, c'est et le l'heure de seul. rupture s'en vient. Est-ce que tu fais le ramadan? Oui, Alors, il reste, c'est quoi, c'est 19h07 pour vous ce soir, les thèmes? je pense, oui. C'est ça, j'essaie de regarder C'est tantôt. pour ça mes exemples là, c'est, pizza parce que j'ai faim et je suis un peu gourmande là. Oui, j'ai pas pensé, j'ai pas fait attention, j'ai bu un peu de Non, c'est pas d'eau grave, devant vous. c'est bien. Iftar, hein, c'est ça, l'iftar? Oui, oui, Alors, le décompte, on a dit quoi? C'est 10 minutes quand même. oui. Est-ce que, à ton avis, ils en ont assez ou c'est amplement de temps pour faire les Oui, critères? oui, ça va être vrai. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu, un truc simple. De toute façon, c'est juste un exercice pour voir, surtout pour les personnes qui n'ont pas manipulé ça. Ouais. Sinon, bon, c'est le dernier, je pense, hein, le dernier, diapo. Après, on va passer aux Ouais, questions. ce serait la conclusion, puis ben, les Ouais, questions assez brièvement. De toute façon, les gens ouais, vont quitter, alors peut-être les ouais, remercier avant de même les questions. ouais. Puis là, les critères d'admissibilité, s'il y en avait par exemple pour le mariage, ce serait de faire une liste, de dire le lieu est important, la liste des Oui. invités, le buffet, qui fait le Oui, mais il faut pas gâteau. être large. Il faut pas être par exemple, moi, pour, préparer le mariage, il faut par exemple, à recevoir maximum de 100, invités, Ouais. le traiteur, je veux un traiteur, qui,
prend en compte les restrictions et les allergies. Bon, de toute Mhm. façon, moi, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai pas envoyé, hein, la présentation aux participants parce qu'ici, il y a les réponses. Un Ah, exemple ah, de réponse. Donc, oui, et ça, et on va voir après que c'est pas exhaustif. Ça peut, moi, c'est ma liste pour moi. oui, Peut-être un autre client, il a une autre, bien d'autres sûr. exigences, d'autres façons. Oui, la couleur des vêtements des Oui, invités. voilà. You say yes to the dress. Ouais. Ah, tu as travaillé, il y a beaucoup de boulot hein, pour cette présentation. Ah oui, moi j'aime plutôt que ça soit ludique, ça prend du temps, mais au moins c'est bien fait. Est-ce que c'est la première fois que tu la présentes ou tu as pu au moins te trimballer un peu ta présentation dans différents secteurs? En fait, je forme sur les critères d'acceptance, mais l'adapter au contexte d'un analyste d'affaires, là, c'est la première fois Ah oui, et du coup, ça c'est pour ça que je voulais que ça soit vraiment très, donc il y a beaucoup d'informations qui seront oui. utiles pour eux aussi, Mhm, comme référence. mhm. Est-ce que le mot attitré est vraiment acceptance ou acceptation? Je l'entends Voilà, de deux ça c'est je façons. voulais, aborder ça, mais disant que, ça va prendre du temps, mais en anglais, on dit acceptance criteria. En Yes, français, on dit, critères l'acceptation. d'acceptation, Oui, mais on peut accepter les critères d'acceptance. Dans par exemple ISO, 24000 et quelques, je pense qu'il parle de critères d'acceptation. oui. C'est Surtout pour ça. l'OLF, là, l'Office de la langue française. Oui. C'est que l'acceptance est un calque de l'anglais. Mmh. Voilà, moi, mon Oui, problème, c'est que je dis toujours je ne sais pas si vous avez vu, j'ai critères d'acceptance, mais j'ai essayé oui. dans la présentation de garder, acceptation pour, Je l'ai vu mais à quelques reprises. Oui, c'est ça. heu, C'est qu'en fait, moi, je suis pas analyste d'affaires, mais je suis une femme de communication. Et évidemment, comme québécoise, tu le sais peut-être, on a la petite mmh, fibre sensible sur le français, le québécois. oui, oui, Donc, le besoin de, parce que je sais que toute la littérature, vous l'avez beaucoup, beaucoup en anglais. oui, oui, Donc, de faire la traduction ou la compréhension claire, là, parce que même tout à l'heure, tu sais, je me disais, je ne savais pas c'était quoi QA, QA. Mais là, ah, j'ai compris que c'était le contrôle de qualité, donc oui, l'analyse de oui. qualité. C'était pas J'ai des... assurance qualité, en fait, L'assurance assurance qualité. qualité, c'est J'ai ça. essayé de mettre AQ, c'est bah, en fait, moi, heureusement que j'ai pris ça fait, je pense 1 ou 2 mois, 1 mois, moins d'1 mois que mes équipes, ils sont francophones parce Ah, qu'avant, c'était des anglophones côté Toronto. Donc, lorsque j'ai commencé avec eux, j'avais du mal à transiter entre le français et l'anglais. oui, Après, lorsque je travaillais avec eux, c'est correct. Lorsque je suis revenue avec mes équipes francophones, j'ai oui, pris du temps. À chaque fois, je parle en anglais et eux, ils sont pas à l'aise et tout et du coup, j'ai pris le temps pour, franciser mes vocabulaires. Heureusement, je me suis dit que la conférence, elle est venue après 1 mois, sinon, ça va être beaucoup de termes anglophones, hein. absolument, oui. Oui. Je vois que dans la salle 2, il y a Sophie qui est seule. Hein. Je ne sais pas De si... toute façon, c'est presque il nous reste combien? ben là, on est à 5 minutes. Il en resterait 5 nouvelles minutes. Là. Je ne sais pas Mmh. si on rappelle, c'est suffisant. C'est toi qui décides. C'est toi le... On va ajouter encore 2 petites minutes. OK. Oui, moi, j'ai vécu la même chose, mais en télévision. Tu vois, zoom in, zoom out, super in, super out. Fallait essayer de... J'ai essayé et j'ai fait pendant la semaine de la francisation de tout traduire. Mais à zoom in, c'est un avance panoramique dans l'axe de la caméra. Donc, le moment où tu es en train de donner la commande, le terme est tellement long que, que les caméramans voulaient juste me tuer. Ils disaient, c'est trop long, on ne Ouais, comprend pas, là, on ouais, perd ouais, l'efficience et l'efficacité du ouais, langage. Ouais. ouais. Et tu travailles où présentement? Tu es en mandat à quel endroit? Moi, je suis avec, Vidéotron. Je suis à Lithia, mais Oui, mon client, c'est Vidéotron OK. et puisque Vidéotron, elle a racheté, Freedom Mobile Ah côté oui. Toronto, donc c'est pour ça que je travaillais plutôt avant avec, Freedom et maintenant je suis revenue à Vidéotron. Ah, OK. Puis tu es chez Alethia, c'est ça? Oui, Québec. oui. Bon, à Lithia Montréal. Montréal. Mes équipes, Ah c'est oui. Montréal. Mais je Ah, suis à Québec, je suis à 100% télétravail. on télétravaille, oui, c'est ça Ouais. facilite tout. Hein.
Ben, tu peux peut-être, on peut-tu ramener Sophie pour elle toute seule dans son petit coin? Je vais voir. Ah, elle est seule. Not joined. Tu la mets? Ah, Tu la. je pense qu'elle vient de décrocher. Ok. Ouais. Allô, Sophie? Il reste juste quatre participants. En fait, les gens sont partis. Oui, oui, c'est un peu tard. C'est peut-être mieux de les rappeler pour au moins les saluer, les remercier. On n'aura même pas les feedbacks. Ouais, on peut dire que Ouais. c'est bon. Je close le room puis je les rappelle. Oui. C'est bon? OK. Sophie, on t'a ramené parce qu'on a vu que tu étais seule dans ta room. Un peu, oui. Pas C'est un peu fort. loin. Ah, OK. Donc, je sais pas si c'est bon, mais j'ai fait le. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est un peu lent, mais c'est bon, c'est clair. OK. Oui, j'étais toute seule, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un, mais la personne est. Tout le monde est de retour, là. OK. Donc, je vois peut-être que l'exercice n'était pas très performant parce qu'on n'était pas beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui partaient, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, pour essayer de, je sais pas, Abdelwaheb, qui d'autre? Sophie, Nathalie, si vous voulez faire un petit retour sur votre critère, est-ce que vous avez fait votre critère? Est-ce que vous pouvez partager ça? Ok. Sinon, c'est pas, je sais pas, Sophie. Ben, en Pues, bonjour. Ah Excusez-moi, oui, c'est Nathalie. c'est Oui, que le vas-y. micro est coupé, désolé. Mhm. Bon, j'ai écrit sur le clavardage, Ok. mais bon, la conversation a disparu. Ah, Eh, tu l'as créé dans le breakout room. Ok. Est-ce que dans toi, c'était quoi l'exercice? C'était quelle la story? préparation d'un voyage. Ok. Donc, tu peux à la limite lister, si tu te rappelles de quelques critères. Oui, oui, bien sûr. Bon, je suis pas sûre si tout c'est correct, mais bon. Mhm, Au début, bon, l'utilisateur doit avoir un passeport valide mhm, Mm. avant de faire le voyage. mhm, Le deuxième, c'est valider qu'il a les requis obligatoires pour les destinations, mhm. soit par exemple, Visa. le troisième, c'est l'utilisateur valide qui a le voyage correspond à les. Bon, je pas me rappelle comment j'ai écrit ça, mais c'est que il doit valider que le bagage est correct. Mhm. Le poids peut-être. Le En poids, fait, oui. tu as dit un mot très important. Tu as dit, je ne sais pas si c'est correct ou non. En fait, c'est important de comprendre que si tu es le client et c'est toi qui vas valider. Est-ce que c'est ce que tu veux avoir dans ta liste ou non? Donc, si tu penses pour préparer ton voyage, c'est ce que tu veux avoir, c'est correct. Parce que de toute façon, on peut avoir une liste de 1000 critères d'acceptance, mais c'est toi qui vas valider. Après, avec bien sûr, on va voir avec le client si cette liste-là, elle est réaliste, elle est claire, elle est concise et c'est ce qu'on veut avoir à la fin. Donc, ça va nous aider après de dire c'est complet ou non à la fin. Donc, si tu penses que ces trois critères-là sont faisables, c'est correct pour toi, c'est correct. Sinon, si tu veux ajouter encore plus, moi, je vous ai mis ici quelques. Ça, c'est pour moi, par exemple, il faut le transport, tout ce qui est transport, s'assurer, comme Ah, tu as oui. dit, le billet d'avion, le train est réservé à l'avance. Moi, je veux que pour aller faire un voyage, que ça soit, tout est réservé à l'avance pour ne pas avoir là les contraintes de non-disponibilité des billets. L'hébergement aussi, je veux que je veux réserver avec une confirmation de tous les. Par exemple, je vais avoir plusieurs euh, spots ou plusieurs hébergements, donc je veux avoir la confirmation. Les documents nécessaires, comme tu as dit, le passeport, visa, billet, assurance, voyage aussi. Donc, il doit être valide et vérifié à l'avance. Le planning détaillé, moi, je suis une personne très dans le plan, dans le planning et dans les détails, donc je veux avoir un plan. Le jour 1, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des enfants, donc où aller pour visiter
visiter les lieux. Réellement, je vais visiter même les lieux sur Internet et voir est-ce que c'est faisable avec le où je vais m'héberger, etc. Donc, tout sera détaillé dans mon plan. Lorsque je vais voyager, je veux aller avec un plan préétabli. Et enfin, c'est une liste d'affaires essentielles, les vêtements, les médicaments, bien sûr, les vêtements, ça dépend du climat, etc. Pour moi, pour préparer un voyage à l'avance, c'est cette liste-là que je veux, ces critères-là d'acceptance que je vais préparer pour dire à la fin, lorsque je vais préparer ces critères-là, je vais dire à la fin que c'est bon, j'ai bien préparé mon voyage. Si l'une des critères n'est pas vérifié ou n'est pas respecté, ça veut dire par exemple que j'ai pas bien préparé mon voyage. Donc pratiquement c'est ça. Je ne vais pas aller vers les autres exemples, mais comme j'ai dit, on va partager le lien et vous allez trouver dans chaque exemple, exercice, les réponses. Je vous ai mis aussi un autre exemple un peu dans le métier là, de logiciel et de web. Comme ça, on va sortir un peu du cadre là, un peu de la vie réelle et aller vers tout ce qui est travail. Donc, la gestion d'un panier d'achat en ligne pour vous ramener un peu dans la partie métier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a déjà le temps pour les questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez clarifier des choses? Je suis là de toute façon. Il nous reste encore, je pense, une dizaine de minutes. Ben, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont merci beaucoup, remercié aussi dans le chat. Ça a été une très belle présentation. Aux alentours de 19h, ouais, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, l'heure de rupture est Oui, arrivée pour c'est plusieurs d'entre vous qui avaient oui, hâte de voilà. passer à une autre étape de vie. Oui, c'est juste, Hélène, parce que Sophie, elle m'a dit pour mon cas, c'est correct. Est-ce que tu as envoyé, parce que j'ai pas vu, Sophie, tes critères. Ah, c'est dans le chat. Je le vois pas. J'espère que c'est pas dans C'est dans le dans chat l'autre. de la conférence. Est-ce que tu les vois, toi? À 7h03. Je crois Est-ce que, je crois que c'est comme moi qu'on a Dans le écrit les groupe. critères dans la salle. Mhm. Ouais, c'est ça dans la salle. Est-ce que tu peux le lister si tu te rappelles un peu? Oui, en fait, c'est ça, c'est les définitions dans le donne. J'ai pris, dans le fond, les ingrédients spécifiques avec la bonne quantité. Donc, les ingrédients des aliments spécifiques pour créer la pizza avec la bonne quantité. Donc, on a pour chaque aliment un dosage à prendre, une volumétrie. Après, c'est les accessoires pour la préparation à chaque avis, parce que ça peut nécessiter différents accessoires selon les aliments qui sont mélangés, cuits Mhm. ensemble. Après, c'est des indications de temps, chaque de la cuisson qui est rencontrée. Donc, il y a une indication de temps, de cuisson, de température pour chaque élément qui va être intégré dans la pizza. Chaque ingrédient aussi suit un ordonnancement. Donc, un ordonnancement est prioritaire pour s'assurer que pas, comment dire, la qualité est, comment dire, au rendez-vous, là, pour la pizza. Donc, Mhm. au final, le produit fini rencontre les indications en fait, rencontre les indications et la qualité est validée par l'utilisateur final en termes de texture et de saveur. Donc, au final, le produit fini correspond au degré de satisfaction du utilisateur client. Mhm. C'est bien ce que tu as fait et j'ajoute aussi, c'est que tu as pensé aussi au volet non fonctionnel parce que, ok, on a pensé aux ingrédients et tout, mais tu as ajouté le volet que ça soit bon et Oui. chaud et tout ça. Donc ça aussi, il faut ajouter, il faut pas oublier de l'ajouter dans vos critères d'acceptation. Donc bravo Sophie. Je vous ai mis, comme j'ai dit là, et bien sûr, toi, tu allais même encore plus dans le détail, c'est correct, l'important, c'est que c'est ta définition de ce que tu veux avoir à la fin. Donc, l'important, c'est qu'après, à la fin, pour dire que tu as fini, tu as bien préparé ta pizza, c'est qu'elle remplit tous ces critères-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on a le temps. Sinon, voilà, vous avez ici mon LinkedIn, mon Instagram ma boîte et aussi la page Facebook de ma boîte. Voilà, je te laisse le micro, Hélène.
Ben, en fait, simplement pour te remercier. Je pense que les gens ont grandement apprécié. De bout en bout, beaucoup d'informations. Le fait de partager ces informations-là aussi, c'est très précieux pour nous. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion derrière ça. Et vraiment, je pense que ça va devenir un outil qui peut-être être sur la table de chevet de plusieurs d'entre nous qui Oui. peuvent réfléchir et mieux accompagner clients, mandats et projets à venir. Alors, un grand merci d'avoir participé à notre programmation. Alpha, c'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, évidemment, si les gens ont des questions et autres, on reste toujours disponible. Le canal est toujours disponible de l'IBA Région de Québec. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée et puis bon appétit pour ceux qui ont le droit de manger maintenant. Oui, enfin, on va manger la pizza.